Youssouf El-Merini, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naïdatech. Je suis ravi de te recevoir. Alors, Youssouf, tu es le fondateur de Manageo.io, une solution de gestion complète pour les entreprises marocaines et étrangères aussi, on va en parler. C'est une solution de facturation, d'achat, de trésorerie. Vous faites beaucoup de choses dans Manageo. Youssouf, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter ta startup? Alors bonjour Badr. Premièrement, merci pour l'invitation. Je m'appelle Youssef Mlini, j'ai 36 ans. Je suis effectivement fondateur de Manageo.ma, plutôt maintenant Manageo.io. Donc en fait, pour me présenter un petit peu, moi je suis de formation, je suis ingénieur en génie logiciel, donc j'ai fait une formation de 5 ans dans une école d'ingénieur en France, donc à Belfort. Ensuite, j'ai fait un master en business intelligence, donc à Casablanca quand je suis rentré. Et en fait, le master en business intelligence, je l'avais fait parce que j'étais très attiré par les logiciels de gestion, par tout ce qui est automatisation de process, etc. Entre les deux, en fait, j'avais fait mes différents stages et j'avais déjà commencé à avoir des expériences professionnelles dans des entreprises françaises, espagnoles et marocaines. Et en fait, partout où j'allais, moi, ce que j'adorais faire, bon, déjà au début, j'ai commencé comme développeur, mais j'ai rapidement évolué vers des postes de responsabilité. Donc, j'étais directeur technique. J'ai aussi occupé le poste de directeur général d'une filiale de la société espagnole où j'étais à Barcelone. Du coup, bah, j'étais toujours amené à bosser avec les différents départements, même si moi-même j'étais dans le technique. J'ai eu la chance de travailler avec des commerciaux, des marketeurs, des financiers, des gens de la distribution, etc. Donc, j'ai touché un petit peu à beaucoup de choses pendant mes expériences. Et moi, ce que j'adorais faire, en fait, c'était de rentrer dans une entreprise, de comprendre ce qu'ils faisaient et de mettre en place les outils, les automatisations nécessaires pour faciliter le travail de tout le monde. Par exemple, une des entreprises où j'étais en Espagne, c'était une entreprise qui était dans le gambling, donc dans les jeux de casino. Et nous, on était une grosse agence web. On était affiliés, c'est-à-dire qu'on avait plein de sites Internet. Et nos clients, c'était les plateformes de jeux, donc les plateformes de bingo, de casino, de poker, etc. Et on gérait 1200 sites Internet. Ok. Et on était 10 pour faire ça. Donc, on était 10 à gérer 1200 sites Internet. Donc, pour faire ça, il faut être capable de vraiment automatiser plein de choses. Le déploiement de sites, la création, le design, le déploiement des différentes campagnes, où est-ce qu'on envoie le trafic, les utilisateurs, les bannières, etc. etc. Et moi, j'adorais ça en fait. J'adorais ça. J'ai travaillé dans une entreprise française qui s'appelle Futur Digital. Et Futur Digital, c'est la deuxième entreprise qui fait le plus de sites Internet en France. Donc, c'est à peu près 200 sites Internet par mois. Ça, c'est à l'époque, ça fait 6 ans. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Mais pour te donner une idée, on faisait un site, on avait chaque personne qui faisait un site par jour. Donc, un intégrateur chez nous, il faisait un site par jour. Un graphiste, il faisait une maquette par jour, et ainsi de suite. On avait les rédacteurs, les référenceurs, etc. Et tout ce monde-là, en fait, il fallait non seulement le gérer, mais il fallait aussi avoir les outils nécessaires pour être capable de créer un site en une De ne pas journée. repartir de zéro à chaque fois, Voilà, d'automatiser les choses. voilà, exactement. Non seulement on partait pas de zéro, mais en fait, tu avais un formulaire. Imagine que tu as un formulaire, tu le remplis, et le output du formulaire, c'est un site avec son contenu, avec son référencement. Derrière, il y a le contenu qui va être généré, qui va être intégré dans le site automatiquement, et le rapport de référencement qui va aller automatiquement au client tous les mois. Ok. Donc, moi, ça m'a toujours passionné. Et donc, du coup, ça m'a amené, il y a, je sais plus combien d'années, peut-être il y a 8 ans, un truc comme ça m'a amené à faire un master en business intelligence parce que je voulais, à l'époque, je me disais, j'adore tellement ce truc-là d'automatiser et tout, que je voulais devenir consultant fonctionnel. Je voulais que mon travail, ça soit vraiment rentrer dans une entreprise, voir ce qu'elle fait Donc, pendant un certain tu étais temps. de formation technique et tu étais très technique et tu avais Ouais. toujours ce besoin en fait d'aller voir côté fonctionnel comment ça allait, ce besoin de compléter en fait ta compétence en fait avec la partie fonctionnelle. En fait, j'adore améliorer les choses. Voilà, c'est mon truc. Moi, autant que développeur, parce que je suis toujours développeur, c'est ma vraie passion, je suis développeur. Et dans le développement, moi, ce qui me passionne le plus, c'est la conception.
Si tu me dis on va faire une application, je peux déléguer le développement, je peux déléguer ce que tu veux, mais la conception, je vais te dire laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. Tu vois? Ok, Et dans une boîte, c'est la même chose. Tu vois, dans une boîte, structurer une boîte, c'est un peu de la conception. C'est l'équivalent pour un développeur de concevoir la base de données et tout ça. Pour un entrepreneur, il y a la partie structuration de la boîte. ok, Donc, moi, dans les boîtes où j'étais, faire participer à la structuration, pour moi, c'était très important. Et donc, oui, ce master en business intelligence, ça m'a permis de toucher à plein d'outils que je ne connaissais pas, qui étaient super sympas. Tous les SAP, les ClickView, les trucs de reporting, les ETL et tout. Je trouvais ça super sympa et à chaque fois, il y avait un intervenant d'un corporate. Genre, on a eu comme professeur, on a eu le DSI, on a eu un DSI de la banque, un DSI de la bourse, un DSI de la distrie, etc. Donc, ces gens-là, ils te disaient voilà les systèmes qu'on a et voilà comment on les utilise. Donc, ok. c'était passionnant. Mais moi, je me disais, bon, ça c'est très cool et tout, ça coûte, chaque outil coûte quelques millions de dirhams, ça met quelques années pour l'implémentation, mais les petites entreprises, comment ils font? Mhm. Bah, en fait, les petites entreprises, elles ne font pas. Elles sont sur Word, elles sont sur Excel, elles sont sur papier, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas vraiment d'outils pour faire justement de l'automatisation, pour avoir du reporting en temps réel, pour avoir des outils disons, l'ABI et le RP ramenés à la taille de TPME. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de faire Manageo. C'était en 2015. Donc voilà, c'était une idée assez folle. À l'époque, je partais vraiment d'une page blanche. Je me disais, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de le concevoir justement. J'ai envie de le coder et advienne qui pourra. Voilà. Ok. J'avais déjà géré des boîtes avant et tout. Je t'avais dit, j'avais été directeur général d'une filiale et tout. Mais en fait, quand tu lances une startup ou là, une entreprise, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as géré une filiale une boîte à l'étranger. Tu vois, Exactement. tu n'as pas du tout les mêmes problèmes, tu n'as pas du tout les mêmes problématiques. Quand tu gères une filiale, tu sais que tu ne gères pas la partie commerciale, tu ne gères pas la partie marketing. Et généralement, tu as les fonds. Et Ton client généralement, tu as les interne, il fonds. t'envoie le salaire de tout le monde, etc. Tu Exactement. vois, tu n'as pas ce genre de problème. Et donc, moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Je n'ai pas pensé à la suite. Je me suis juste dit, moi, j'ai très envie de concevoir ce produit-là. Je sais que s'il existait, moi, je l'aurais utilisé parce que quand moi, j'en avais besoin, je ne l'avais pas trouvé un truc similaire. Quand tu as besoin d'un truc similaire, il faut aller à l'étranger et les Marocains, ils n'ont pas accès à ça. D'accord. Ils ont pas accès aux outils américains qu'il faut payer avec une carte bancaire internationale et que si tu as besoin de quelque chose, tu vas appeler le support en Inde. Tu vois? D'accord. Donc Youssef, toi, tu es parti du problème. Donc, tu as identifié qu'effectivement, les petites entreprises et les PME au Maroc n'avaient pas un outil qui leur permettait de faire leur travail, automatiser le travail. Et tu t'es pas dit, tu t'es pas bloqué. Tu t'es pas dit, le marché marocain est peut-être petit, les petites entreprises n'achètent pas beaucoup, le SaaS ne marche pas. Toutes les problématiques du SaaS en général, au début, tu les as ignorées. Écoute, c'est ça le mot. Je les ai ignorés. J'y ai même pas pensé, ça m'intéressait pas, si tu veux. Tu vois, à l'époque, j'étais salarié, j'avais un très bon salaire. Donc, si tu veux, à l'époque, la décision la plus difficile pour moi, c'était de démissionner pour faire ça. C'était ça Le la dilemme. décision la plus difficile pour moi, puisque je suis marié, j'avais 2 enfants à l'époque. Et c'est pas facile quand tu es marié et engagé comme ça, avec la scolarité, tout ce qui va avec, de dire je démissionne, je démarre un truc, advienne qui pourra, tu vois. Donc moi, c'était surtout ça ma préoccupation. Après, je m'étais organisé, à partir du moment que j'avais décidé de démissionner pour faire ça, je m'étais organisé pour développer mon produit pendant le temps que ça me prendra. Donc, je m'étais donné 1 an, donc ça m'a pris tout 2015. Mhm. Et je n'ai pas pensé à tout ce qui viendrait par la suite Tu voulais à faire ce moment-là. le Voilà, produit le plus abouti voilà, possible. je voulais sortir un produit, après on verra ce qu'on fera avec. D'accord. Voilà. Mais pendant justement cette phase-là, alors cette phase-là qui a duré 1 an de développement du produit, conception du produit, Mhm. tu es allé quand même faire des tests, sonder un petit peu le marché, Écoute, pas du ou tout. bien tu étais vraiment concentré, tu avais déjà validé d'une certaine manière qu'il y avait ce besoin et maintenant je me concentre que sur l'outil pour sortir le meilleur outil possible. Écoute, c'est comme si toi, tu étais dans le secteur automobile pendant 5 ans, là, 6 ans, et qu'à un moment donné, tu t'es dit, ils ont besoin d'un truc. Donc, moi, je n'ai pas eu besoin de faire d'études de marché et tout ça. Je savais qu'il y avait un besoin. Voilà. Mhm. Ce que j'ignorais, c'est tout le reste.
quelle est la taille de ce besoin. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas parce que je me disais, au pire des cas, moi, j'ai besoin de combien de clients pour me payer mon salaire? C'était ça la question à se poser. Et en fait, quand tu fais le calcul, tu dis, bon, bah, si je suis tout seul et que j'ai une centaine de clients, ça va. Le marché fait plusieurs milliers, donc on est large. Tu vois, on ne va pas faire une étude de marché à l'époque, sachant que le besoin, il est là. C'est comme si aujourd'hui, en fait, je te dis, écoute, les Marocains, ils ont besoin de quoi? C'est comme si je te dis aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures au Maroc, il y a beaucoup de garagistes. Les garagistes, quand tu as un accident et tout, que tu vas les voir, je crois qu'on a tous vécu ça au Maroc. Quand tu as enfin, un accrochage ou là, un accident avec la voiture, tu vas avec l'assurance, le garage, tout ça. Tu arrives chez un garagiste, chez le garagiste, tu as en général un bureau avec une assistante et plein de classeurs derrière, tu vois, par assurance, par ADA, par voiture, par véhicule. Tu sens que là-bas, il y a une start-up à faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque Tu chose à vois? faire. Maintenant, tu ne Ouais. sais pas combien il y a de garages, je me rêve, Hmm. mais tu sais qu'il y a un truc à faire. Voilà. D'accord. Tu sais demain que si tu veux faire un manager pour les garagistes, il y a à faire. Il y a à faire, mais après, il y a Et tout le reste à développer voilà. derrière. Et Voilà. du Donc, coup, si toi-même tu es garagiste, tu sais ce qu'il y a, tu connais le besoin. Donc, en fait, si tu exactement. es garagiste, tu connais le besoin. Moi, j'avais déjà géré des boîtes et j'avais déjà été dans des boîtes et occupé des postes de cadre, entre guillemets, dans des boîtes. Donc, je connais ce que les autres y font. Je connais Mais ceux des c'est ça RH, je connais l'intérêt ceux d'être de du la même vente, domaine, etc. justement. Quand on est du même domaine et qu'on développe dans son domaine, on a déjà l'expérience qui peut jouer Non, c'est pour nous. important, c'est hyper important. C'est Je clair. vois, je vois mal comment tu peux faire. Si tu n'es pas du domaine, tu vas dire, voilà, j'ai un associé qui, lui, connaît le Ben, métier, en mais fait, bon, soit on c'est pas connaît bien le pareil. domaine, soit on connaît bien le domaine et là, on fait quelque chose qui correspond au marché, soit on a une learning curve, une façon d'apprendre qui est phénoménale et on s'intéresse à un sujet, on apprend très vite et au bout d'un an, on devient expert. Donc, on a des exemples, c'est vrai, dans les deux cas. C'est Youssef, vrai. moi, je voulais te poser une question, justement. Donc, tu as développé ce produit. C'est quoi les difficultés donc, parce que là, tu nous racontes une belle histoire, mais il y a eu quand même des difficultés quand tu as lancé ton produit. Au moment où tu as fini le développement, tu commences à essayer de le vendre. Est-ce que ça a été facile cette phase? Parce que c'est là où commence vraiment la difficulté pour ta boîte. Parce que développer le produit, j'imagine que tu l'as fait tout seul ou avec un développeur. Et bon, vous vous amusez à faire les meilleurs features, les meilleures fonctionnalités et tout ça. Mais à quel moment tu as dit maintenant c'est bon, maintenant je peux aller voir des clients et quelles difficultés tu as trouvé à ce moment-là? Alors, écoute, en début 2016, j'ai commencé à commercialiser Manageo. J'étais tout seul. Donc, j'avais développé tout seul et j'ai commencé à commercialiser tout seul. Donc, la difficulté au début, c'était d'aller voir des gens qui ne te connaissent pas et qui doivent te faire confiance. Donc, tu es qui, tu viens d'où, qui sont tes clients, j'en ai un, j'en ai deux, etc. Moi, je me rappelle très bien du premier client. En fait, le premier client, il a été hyper important pour moi. Et c'était quelqu'un que je connaissais. C'était quelqu'un que j'avais déjà dépanné pour faire un site internet et tout. Et pendant que je l'avais vu en 2015, il m'avait dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, bah, en fait, je développe un projet, je travaille pour ça. Et le gars, il m'avait dit, bah, ouais, c'est intéressant. Moi, je suis prêt à le voir. Mhm. Donc, c'est la première personne que j'ai été retourné à voir quand le produit il était prêt. Et effectivement, c'était devenu mon premier client. Les difficultés, tu en as plein. La partie commerciale, c'est pas que ça, mais en fait, dans notre métier à nous, dans le SaaS, tu as plein de volets dans l'activité. Il n'y a pas que le commercial et il n'y a pas que le technique. Tu as plein de trucs. Tu as d'abord le produit. Il faut déjà, avant de commencer à développer, il faut déjà savoir quel est le besoin. Donc toi-même, tu es tout seul, mais en fait, tu remplis plusieurs fonctions. Donc, d'abord, tu es product manager de toi-même. Donc, tu décides tu dis voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, tu le développes. Donc, il y a effectivement la partie technique. La partie technique elle-même, tu as deux volets. Tu as le développement lui-même, mais tu as aussi toute la partie DevOps. Tu as le déploiement du produit. Tu as la L'infrastructure, façon avec laquelle il est, l'infrastructure, la comment il est sécurité. conçu, est-ce qu'il est scalable, la sécurité, etc. Donc, c'est tout un autre volet. Tu gères ça aussi. Après, l'étape qui vient juste après, une fois que le produit il est prêt, c'est la partie marketing et vente.
Donc, tu ne peux pas juste venir et vendre, tu vas vendre à qui? Donc, il y a forcément un marketing à faire. Donc, moi j'ai vraiment appris énormément de choses les 5 dernières années. J'ai appris le marketing, je ne vais pas dire de A à Z, parce que je ne suis pas encore à Z, mais j'ai appris à partir de zéro aussi. La partie commerciale, pareil. Je n'avais jamais rien vendu avant. C'est-à-dire, avant mon premier client manager, je n'avais jamais rien vendu de ma vie. Donc, je ne te raconte pas le nombre de bouquins, de vidéos YouTube et de livres que tu lis sur la démarche commerciale, les techniques de vente, les techniques de persuasion, les scripts, les scripts que tu vas regarder, optimiser dans tous Et les coins, c'est ça etc. la learning curve dont on Ouais, parlait juste ouais, avant. C'est que tu ouais. es obligé d'apprendre très vite et puis Ouais, dans tous les dans domaines. énormément de métiers, dans énormément de métiers. Après, tu comprends, en fait, et une fois que tu as maîtrisé ne serait-ce qu'un petit peu ça, en fait, tu arrives à, une fois que tu sais comment gérer un marketing, forcément, tu commences à avoir des leads en inbound. Mm. Donc, c'est ça aussi comment on fonctionne. On a des leads en inbound. Et après en fait, aller les voir, leur faire une démonstration Tu tu peux apprends, en fait. expliquer, oui, tu peux expliquer. Donc, ce que tu nous dis, Youssef, c'est qu'au début, donc tu gérais la partie dev, la partie product manager, partie DevOps, infrastructure, sécurité, et puis la partie marketing pour que les gens connaissent ton produit et puissent. Et Mm. alors, au début, comment tu faisais ce marketing-là? Est-ce que tu faisais du contenu? Ou tu allais voir juste t'essayer d'avoir des rendez-vous, les tout premiers clients. Tu as Comment tu parlé fais de… du marketing? Comment tu peux faire du marketing quand tu n'as pas beaucoup d'argent? En fait, tu n'as Ouais. qu'un seul moyen, c'est tu as le digital. Tu as le digital, donc tu apprends à faire des campagnes Facebook, tu apprends à faire des campagnes AdWords, LinkedIn, tu vas tester YouTube, À moindre tu vas coût. tout tester au moindre coût et tu vas tester tout ça, tu vas apprendre tout ça. Parce que et j'ai mis des années alors, pareil, j'ai toujours pas fini d'apprendre, mais il y a tellement à apprendre dans ces choses-là, dans ces plateformes-là, où tu peux t'en sortir avec très peu d'argent, mais tu peux aussi perdre beaucoup d'argent. Oui, mais moi, ma question, c'est au tout début. Par exemple, si on a des gens qui lancent leur startup dans le SaaS aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens. Les tout C'est premiers clients, Facebook et AdWords. Facebook AdWords, avec un petit budget, on peut déjà Oui, commencer oui. et envoyer des calls d'email aussi, des calls d'email, du LinkedIn un petit peu. Écoute, j'y ai jamais cru. J'ai envoyé des calls d'email. J'ai testé, mais voilà, les gens aujourd'hui, tu leur envoies un mail de publicité. Moi, perso, je les ouvre même pas, tu vois. Donc, j'ai testé sur des campagnes plus grandes. Tu as des retours tellement infinis que c'est infini, quoi. D'accord, très très bien. Et du coup, et ces premiers clients, donc tu commences à avoir ces premiers clients. Est-ce que, moi, la question, parce que tu en as parlé, c'est un produit SaaS. Est-ce que dès le départ, tu es parti sur plusieurs modules? Est-ce il y avait ce besoin, parce que tu l'as bien expliqué, le besoin était que les petites entreprises et les moyennes entreprises aient un outil qui leur permet de faire beaucoup de choses. Mm. Est-ce que toi, tu as décidé de partir sur un module précis et aller chercher des clients, ou tu t'es dit non, 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 pour que ça marche, il faut plusieurs modules, l'achat, la trésorerie, la comptage, la facturation. Quelle est la stratégie que tu as adoptée au tout début? Alors, la stratégie, en fait, c'est toujours la même aujourd'hui, c'est écouter le client. C'est en fait, plus tu as de clients, plus tu as de besoins qui vont converger à un moment donné. Si je peux partager avec toi un truc qui est très important, c'est que l'erreur qu'on a faite peut-être les 2 premières années, c'est essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Ok. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu structures, mais plus tard. Au début, tu ne structures pas ça, et donc tu dis à chaque fois que quelqu'un va me dire un truc, il suffit qu'un client il t'appelle pour te dire, écoute, moi j'ai absolument besoin de ça, et franchement, si tu l'as, tu auras beaucoup plus de clients, moi je vais Et te recommander. si c'est ton seul client, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Voilà. Et au début, c'est ça qui arrive. Au Ouais. début, ça, c'est le premier problème. C'est que les gens vont commencer à te demander toujours À faire et ta ça n'arrête roadmap. jamais. Ce truc-là ne s'arrête jamais. Les clients ont toujours, dès que tu leur donnes n'importe quoi, ils vont utiliser, ils vont te dire, ah, ça serait cool d'avoir ça. Ouais. Tu vois? Donc, Tu faut leur donnes savoir, Facebook, ils vont te dire, ah, ça serait cool d'avoir ça sur donc Facebook. à un moment donné, quand on a un certain nombre de clients, c'est nous-mêmes qui décidons de la roadmap et des fonctionnalités. Il faut savoir dire non aux clients des fois. En fait, on apprend à dire non et Au c'est fur et à pas mesure. notre roadmap nous-mêmes, mais en fait, maintenant, on est un peu mieux structuré, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les demandes des clients pendant toute l'année.
on va les mettre quelque part et ça va générer en fait une wishlist qu'on va soumettre à nos clients chaque année. Ok. Et si tu veux, par exemple, on a une cinquantaine de fonctionnalités qu'on va soumettre aux clients en début d'année. En général, on fait ça en janvier. Et ils vont les voter selon ce qui leur semble pertinent ou pas. Et en fait, ça va nous donner notre ordre de roadmap. Et Mhm. après, nous, on prend ça et on dit, OK, ben, on dispatche ça sur l'année, on va faire ça, ça oui, ça non, ça intéresse personne, etc., etc. Il y a des choses que nous, on fait parce que ça nous amuse. Tu vois, des fois, on va faire des trucs. On dit, voilà, si tu veux, il y a la roadmap interne et la roadmap client. Mhm. Il y a des choses que nous, on va faire pour optimiser l'infra, pour optimiser le code, parce qu'on va trouver que c'est plutôt cool de faire plutôt comme ça que comme ça, etc. Mais pour les fonctionnalités clients, on définit, on fait une shortlist et après, on la soumet au client. Après, il y a aussi une erreur qu'on a faite au début, mais en fait, ce n'est pas vraiment une erreur. Il y a des clients qui ils vont te dire, ton truc, il est super, mais en fait, moi, je veux l'adapter pour moi. Mhm. Et ça te ruine le SaaS. Parce que, Et l'erreur l'erreur à ne pas faire, c'est d'installer ton outil chez le client en prémisse oui, et lui oui, développer son propre oui, outil. heureusement, on n'a pas fait ça. Mhm. Moi, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu beaucoup de bouquins de gens qui ont développé plein de logiciels dans le cloud et tout. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de ça. Il y a des gens, ils ont des plateformes SaaS avec 15 versions du code base, Exactement. 15 versions du code à maintenir, un truc, etc. Nous, aujourd'hui, on a une seule. Et c'est vrai que c'est une grande liberté en termes de mise à jour, de Vraiment, maintenance, ouais, etc. Ça, c'est vraiment un bon conseil que tu donnes pour Mm, les startups qui commencent. Et même s'ils ont un ou deux clients, même s'ils ont mm. un ou deux clients qui leur demandent Ne jamais le faire. il ne faut pas le faire, qui leur demandent de Ne jamais le faire. développer en Ouais, interne l'outil et de le faire, de l'adapter vraiment. ouais, Et s'ils veulent vraiment se développer comme une boîte cloud, une boîte SaaS, il oui. faut jamais faire ça, il faut faire attention. Il faut dire à ce client, même si il est le seul ou le premier, il faut le savoir lui dire non parce que ça peut effectivement ruiner la Mm. boîte plus tard. Ça, Et c'est ce n'est pas un… une décision technique, c'est une décision stratégique. À partir du moment où vous décidez de faire ça, tout de suite, tu arrêtes d'être un éditeur de logiciels SaaS, tu deviens un prestataire de service. Tu Exactement. vas devenir le prestataire de service de celui-là et de celui-là et de celui-là. Et le plus dur dans l'histoire, c'est que en fait, c'est alléchant. Toi, tu vends un produit SaaS, tu le vends souvent via des mensualités ou là, des abonnements annuels. Donc, tu as des abonnements. Nous, notre abonnement moyen, il est de 5000 dirhams. Et tu peux avoir demain un client qui va venir, il va te dire, moi, si tu me le personnalises et tout, je peux te payer 200 000 dirhams. Hmm. Tu vois, tu peux te faire 200 000 dirhams. On n'a rien de temps, en 2 semaines. En deux Exactement. semaines de travail. Olekin, les conséquences de ce truc-là derrière, Ça peut être énorme. ça peut te Faut détruire. faut doubler tes développeurs, faut gérer des codes différents, ça peut déboucher sur plein de problématiques, effectivement. Et En ça peut fait, te ça ne va pas disperser. forcément te changer, mais justement, ça va te ralentir par rapport à ce que tu vas faire. Tu vas arrêter de te focus sur ton développement à toi, sur ta roadmap à toi. Imagine un client qui te donne 200 000 dirhams qui va te mobiliser pendant 2 mois. Hmm. Ouais, si tu fais les calculs, bon, c'est rentable. Tu vas lui mettre un développeur et tu vas faire le suivi, etc. Walakin, concrètement, qu'est-ce que tu aurais pu faire toi pour ton produit en 2 mois? Hmm. Si ça se trouve, tu aurais pu rajouter 5 fonctionnalités hyper importantes, tu vois, Ou aller chercher d'autres clients, ou aller chercher d'autres 3, 4, clients. 5 clients, effectivement. Voilà. Justement, tu as parlé du produit, de votre pricing. Donc, j'ai vu qu'il y avait une version gratuite pour commencer Mhm. au niveau de votre stratégie de pricing. Alors, comment vous êtes arrivé à la conclusion de dire il nous faut 4 versions, il y en a une qui est gratuite pour pouvoir embarquer les clients? Donc, ça, c'est la première question. Et ma deuxième question qui se rejoint avec la première, c'est moi, je vois les boîtes SaaS en Europe, je vois une grosse différence avec le Maroc. Moi, les boîtes SaaS en Europe, par exemple, il y a cette activation par Internet. C'est-à-dire que quand il y a une version gratuite ou même payante, le client, il arrive, il s'inscrit, il commence à utiliser l'outil tout de suite. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui marche vraiment au Maroc. C'est une question de culture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur ce sujet-là? Parce que tu viens d'identifier le problème le plus important du business. En fait, au Maroc,
le SaaS n'est pas scalable. Point barre. C'est Céline, c'est une grande affirmation. Ouais. OK. Céline, c'est parce qu'en Pour fait, l'instant, pour l'instant. écoute, ça dépend de ta cible. En fait, ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend plus tard, qu'on ne sait pas au début. Au début, on se dit, voilà, moi, si je fais bien mon travail, si Ça je fais devrait un marcher. outil qui fonctionne super bien, ou si tu as un problème, tu crées un ticket, que si tu as besoin d'une formation, tu vas sur YouTube et tu as les capsules vidéo qu'il faut, et que si tu dois renouveler, tu as un formulaire qui te sort tout seul. Tout ça, nous, on l'a fait. C'est-à-dire que si tu veux être un client manager et jamais nous parler, tu peux. Et ça va très bien se passer, tu peux être content. Mais dans la réalité, on en a très, 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 très peu qui sont comme ça. Il y en a très, très peu qui sont comme ça. D'accord. Et parce que au Maroc, c'est pas bien que je dise au Maroc, mais en fait, il faut que je dise avec les TPE. Ça dépend de la cible. Hmm. Si demain, quelqu'un décide de faire un SaaS pour une cible qui est hyper mature et tout, peut-être ça peut marcher. Mais Mais en tout je cas, pense que pour les grands comptes, c'est encore pire. non, pour les grands comptes, c'est impossible. Pour les grands comptes, c'est Peut-être pour les startups. déjà les grands comptes, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de SaaS pour les grands comptes parce que déjà, tu pars du principe que tu as moins de 10 clients Hmm. et chaque client, rien que pour la prise de décision, c'est pas des ventes en one shot, c'est pas des ventes en un rendez-vous avec une personne comme c'est notre cas, parce que nous, on s'adresse à des TPE, on a une personne décisionnaire et en général, on va faire un seul rendez-vous avec lui pour le convaincre. D'accord. Avec une banque, c'est plusieurs mois de négociation avec un comité. On a le DSI, le Bien directeur des sûr. achats, le directeur des opérations. Et dans une PME ou dans un grand compte, même pas un grand compte, rien que dans une PME, c'est déjà comme ça. C'est déjà des process qui sont assez longs. Donc, tu fais pas du SaaS avec ça. OK. Mais justement, est-ce que tu vois, année après année, parce que ça fait plusieurs années que vous existez, est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne change pas? C'est-à-dire qu'il y a, Si, ça va changer. Ça va changer. ça change un petit peu. Donc, il y a des boîtes quand même qui vont arriver à s'inscrire tout seul et faire le process tout seul, l'onboarding tout seul dans l'outil. Écoute, toute chose est relative. Si tu compares avec la France, tout à l'heure, tu me disais que toi, tu comparais avec la France ou les États-Unis, etc. Je te dis ça, au Maroc, ça n'existe pas. Maintenant, au Maroc, ça va s'améliorer et un jour, on va arriver à ce stade-là. Et quand nous, on va arriver à ce stade-là, eux, ils seront dans un autre stade. Tu vois. Mais qu'est-ce qui va aider justement pour que ça arrive au Maroc? Il faut déjà qu'il y ait plein d'outils. Hmm. Nous, à chaque fois qu'on voit des nouveaux concurrents, on est très content. On dit c'est en train de se démocratiser. Euh, Malheureusement, avec le Covid, les gens ne posent même plus la question de… avant, de temps en temps, quelqu'un pouvait te dire, oui, est-ce que je peux l'avoir en local? Hmm. Là, malheureusement pour tout le monde et heureusement pour nous, on a eu quand même un retour assez positif avec le Covid. C'est que les gens, maintenant, quand tu leur dis du cloud et tout, limite, ça les rassure. Tu te dis, Hmm. ah, je peux travailler de partout, télétravail et tout, Ouais. c'est cool. Tu Ça a vois. accéléré les choses, oui. C'est Ça a clair. accéléré les choses pour tout le monde. Tous les gens qui sont dans l'édition de logiciels dans le cloud et tout, ça a accéléré pour eux. Donc, c'est une bonne Mais chose. est-ce que pour toi, justement, le fait que les gens n'activent pas tout seuls, parce il y a aussi le paiement derrière. Est-ce que Là, est-ce que c'est le c'est pas le paiement la problématique. Alors, c'est justement, c'est quoi? C'est Non. juste la culture marocaine qui n'est pas encore prête pour du SaaS, du vrai SaaS. Hum, C'est quoi le… je reviens à ce que je te disais au début. Dans notre métier, tu as plein de fonctions. Tu as le product management, tu as le technique, tu as le marketing, tu as la vente, mais après, il y a la suite. C'est quoi la suite? Une fois que tu as fait ta vente, une fois que tu as vendu un client, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, premièrement, tu dois le facturer, Hmm. tu dois l'encaisser, tu dois le former, tu dois former ses collaborateurs et tu dois faire son suivi. Hmm. Et tout ce que je viens de te dire ailleurs, c'est automatisé. La facturation, le recouvrement, Hmm. la formation, la qualité, qui est très importante. Parce que dans le SaaS, comment les gens gagnent de l'argent dans le SaaS, ce n'est pas en vendant des abonnements, c'est en faisant des renouvellements. Hmm. Donc, il faut que les gens ils restent chez toi 2 ans, 3 ans, 4 ans à date. Et pour qu'ils restent chez toi longtemps, ben, il faut qu'ils soient satisfaits. Faut t'assurer de la qualité. C'est hyper important. D'accord. Donc, tu as toute la partie administrative, toute la partie qualité. En fait, qu'au Maroc, tu peux pas l'automatiser. Hmm. Attendre des entrepreneurs et de ses collaborateurs qui se forment tout seuls à l'outil est très, très difficile. Il va toujours te dire, oui, est-ce que je peux avoir une formation?
est-ce que je peux avoir une formation? L'autre, il fait les formations. Est-ce que toi, tu fais les formations? Tu Ok. vois? C'est même pas par paresse. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a sur YouTube, on a des capsules vidéo de 5 à 10 minutes de absolument toutes les fonctionnalités de la plateforme. C'est-à-dire que quand on va faire une formation de 4 heures à quelqu'un, ce qu'on va lui dire pendant la formation elle-même, c'est beaucoup moins qualitatif que s'il va voir les vidéos sur YouTube, en vérité. Tu vois. Mais les gens vont quand même préférer avoir quelqu'un en face et leur faire une formation personnalisée. Pour la facturation, alors, on va leur envoyer une facture, mais il faut les appeler 5 fois pour qu'ils payent, Validé. qu'ils envoient le chèque pour envoyer le coursier, Et c'est ça, c'est etc. ça. Alors, ça m'amène à la question sur le paiement. Et ça, c'est un problème assez général. Et justement, le SaaS, ça aurait dû régler ce problème-là parce que c'est un abonnement, c'est récurrent. On met en place les systèmes et l'encaissement se fait automatiquement chaque mois ou chaque année. Non, Et au Maroc, ça ne, c'est pas non, encore le cas. il y en a très peu qui payent par carte. Il y en a très peu qui payent par carte. On a le paiement en ligne, mais il y en a très peu qui payent par carte. D'accord. Les gens sont habitués, les gens pour les entreprises, en fait, au final, tu as un SaaS, mais tu es un prestataire comme un autre oui. de l'entreprise. Et Et eux, ils ça ont des… serait une mauvaise idée de faire que du paiement par carte, par exemple. Ça ne marcherait pas. Si jamais vous imposez le paiement par carte au client, ce qui fait que le paiement sera automatique à chaque fois, vous n'allez pas à chaque fois chercher, ça ne marcherait pas. Vous perdrez des clients si vous faites ça. Oui. OK, OK. Très bien, En très fait, bien. on passerait, tu sais ce qui va se passer? On a essayé. On a essayé. En fait, ce qui se passerait, c'est que tu passerais beaucoup plus de temps à appeler les clients pour leur dire il faut payer par carte que Hmm. d'envoyer le coursier pour chercher un chèque. Ça prendrait Parce plus que, de temps. comme je te disais, au final, tu as un prestataire comme un autre et les gens, ils ont les prestataires, comment ils les gèrent. Ils font des chèques, ou là, ils font des effets, ou là, ils font des virements, etc. Parce que le Tu paiement vois? par, même le paiement par carte, il est pas automatique, c'est chaque mois ou chaque année. Ouais, C'est ça. chaque année. Ouais. Chaque Ouais. année, ils doivent Mais tu peux pas rentrer. faire oui, oui, tu peux pas faire prélèvement automatique. Ça n'existe pas au Maroc. Euh, Tu peux non, pas j'ai fait une interview avec Mariam Belkziz, qui était l'ancienne DG de Uber Maroc. de Uber, oui. Oui, Oui. elle m'avait dit ils avaient développé avec une banque justement ce mode de paiement pour que Uber puisse marcher, parce que sinon, mais bon, je ne sais pas si c'est opérationnel pour Ouais, d'autres banques. imagine quand tu veux développer ta boîte, que tu dois aller négocier et développer avec une banque un truc pour que toi, tu puisses fonctionner. Il faut Donc, être Uber. il faut être Uber, tu vois. Il faut être Uber. Mais quand tu n'es pas Uber, en fait, tu fais comme les gens ils font d'habitude, tu vois. Ok, très très bien. C'est très très clair. Youssef, alors Manageo, je pense que tout le monde connaît le succès que vous avez eu ces dernières années. Vous êtes l'une des boîtes SaaS qui marche le mieux et on espère que ça va continuer vraiment, vous allez aller de l'avant. Est-ce que tu peux nous dire, je vais pas te demander les recettes du succès, hein. Je sais qu'il y a des choses confidentielles que tu vas pas aborder, mais comment tu te protèges par exemple par rapport à la concurrence? Si demain un gros acteur vient s'installer au Maroc, bah, il y en a déjà plusieurs qui sont venus au Maroc qui ont essayé. Mais comment tu fais quand tu es une boîte qui commence ou maintenant au stade où vous êtes, comment tu te protèges par rapport à la concurrence? Est-ce que c'est le fait d'avoir des clients fidèles, c'est d'avoir de la qualité? C'est quoi est-ce que tu peux nous donner quelques insights là-dessus? Écoute, déjà, Ou chacun, est-ce que, pardon, ou est-ce que tu ne penses pas du tout à la concurrence, tu fonces et tu essaies d'avoir le maximum de marché? même si je ne pense pas à la concurrence, mais en fait, j'essaie de comprendre ce que fait la concurrence. Et la concurrence, en fait, pour nous, elle est multiple. Il y a pas, moi, aujourd'hui, si tu me dis, est-ce que tu as un concurrent qui t'embête, que tu suis tous les jours, je vais te dire, ben, bien sûr que non. Moi, je fais ce que j'ai à faire, les autres, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais en fait, quand tu dis concurrent, toi, d'après toi, c'est qui nos concurrents? Bah, je pense Excel, c'est un gros concurrent pour vous. Ben voilà. Tu vois. En fait, Et nous, peut-être des acteurs qui veulent vous copier parce que quand ils voient que vous avez du succès, je pense il y en a qui essaient de rentrer dans ce marché-là. ils essayent. Mais OK. en fait, comme je te disais, écoute, c'est très positif. C'est très positif.
Qui est Alors, en plusieurs fait, acteurs du SaaS, oui. C'est vrai que oui, c'est… c'est très positif. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que nous, notre mission, c'est d'accompagner les gens, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, d'une gestion traditionnelle sur Excel et papier Word, etc., vers une solution informatisée. D'accord? Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qui, pour définir la de la cible dont je parle, c'est très compliqué parce que si tu vas voir les stats, tu vas dire oui, alors votre cible au Maroc, c'est 200 000 entreprises, etc. En fait, non, parce qu'on ne s'adresse pas à tout le monde. Tu as une entreprise, si quelqu'un crée une entreprise demain, il ne va pas avoir besoin de manager, il va avoir besoin de Excel, parce qu'au début, tu n'as pas cette problématique de structurer, de visibilité, de reporting, etc. Pendant, disons, la première année où là, que tu aies un certain volume qui justifie que tu as besoin d'un outil, c'est soit le volume de transactions, soit le nombre de collaborateurs. Tout seul, tu peux faire beaucoup de choses, mais quand tu vas commencer à recruter un et deux, ou là, même si tu es tout seul, mais que tu as maintenant 10 ventes par jour, là, tu as besoin de te structurer. Mais avant ça, en fait, tu es très bien avec Excel. Excel, c'est un outil génial. Moi, je suis toujours sur Excel. J'adore Excel. Et en fait, c'est un outil génial pour faire des choses quand tu es tout seul, pour analyser quand tu es tout seul, etc., etc. Maintenant, c'est assez limite quand tu atteins un certain niveau. Fait que le niveau, on intervient. Mais dans la première partie, tu as tellement d'entreprises qui n'ont pas vraiment encore besoin Et de ce n'est manager, pas c'est votre autre chose. cible. Ça sera notre cible plus. En fait, c'est comme si tu dis le cycle, un cycle éducatif où tu as la crèche, le primaire, le collège, le lycée, la fac de médecine. Tu vois? D'accord, mais est-ce que justement, voilà, tu m'amènes sur un terrain intéressant. Est-ce que toi, euh, ces boîtes-là, alors qu'ils sont déjà dans cette première phase, est-ce que tu les Hmm. surveilles, tu fais connaître ta marque avant même Pas qu'elle du tout. grandisse ou Pas du tout. pas du tout? Donc, Pas du c'est tout. pas du tout Parce ton que si je... marché pour l'instant. Non, non, parce qu'en fait, si je voulais faire ça, ça veut dire que moi, je vais faire un travail d'éducation. Voilà. Et le travail d'éducation, c'est pas moi qui le. Moi, je peux pas le faire, en fait, C'est parce que très moi, j'ai pas coûteux. les moyens de le faire. Mm. Le travail d'éducation, comment tu le fais? Tu le fais en organisant des événements, en subventionnant des salons, en faisant de la pub à la télé. C'est comme ça que tu vas faire de l'éducation d'un marché qui est énorme. Mm. Moi, je ne peux pas le faire. Ou d'offrir l'outil gratuitement Non, non, j'ai pas. Écoute, moi, j'ai pas besoin d'un bus. Donc, si tu m'offres un bus, je ne vais pas l'utiliser. pour Donc, conduire tout seul. ouais, ou là pour emmener mes enfants à l'école, tu vois. Donc, Ok. voilà. Donc, en fait, c'est juste, ils en ont pas besoin. Mm. Et après, tu as une autre. Donc, après, au moment où tu as besoin de te structurer, là, tu vas avoir besoin de nous. Ok. Tu vois. Et avec l'étape, la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de nous jusqu'à un certain moment. Il y a le moment où tu vas être très content avec Manager pendant 4-5 ans. Peut-être ça peut durer 10 ans, ça dépend de ta vitesse de croissance à toi. Mais peut-être va y arriver un moment où tu vas commencer à faire 100, 200 millions de dirhams, Et tu vas passer sur d'autres que systèmes. tu vas avoir des besoins, Mm. que quand tu vas venir nous dire, voilà, j'ai besoin de ça et ça, on va te dire, on est désolé, nous, on ne fait pas. Mm. Mm. Et ça ne nous intéresse pas de faire. C'est comme si tu vas au lycée, tu dis, je veux faire médecine. Ils vont pas te dire, on va créer une classe de médecine. Ils vont te dire, bah, il faut que tu ailles à la fac de médecine. Va à Exactement. l'IXEAS, va prendre ERP, va prendre un ERP comme SAP, ou là, va prendre un Sage, installe-toi des serveurs, ramène l'intégrateur pour qu'il te fasse du spécifique, etc., etc. Mais nous, notre boulot à nous, c'est la phase entre les deux. Et donc là, ce qu'on peut appeler des concurrents, là, des confrères qui font la même chose sur ce segment-là, il faut qu'on soit plusieurs parce que le marché, franchement, il est énorme. Mm. Le marché, il est énorme. Moi, si tu me dis combien de clients on peut absorber, je te dis mais autant que tu veux. Mais Mm. il y en a tellement en fait que la limite, c'est pas combien on est de confrères qui font ça. C'est pas combien on est d'éditeurs. La limite, c'est combien chacun est capable d'absorber. D'accord. Tu vois. OK. J'ai une question que j'ai oublié de te poser quand on parlait du produit. Dans le SaaS, il y a la partie sécurité qui est très importante, sécurité des Mm. données. Co- alors, comment tu gères ça? Est-ce que c'est facile de vendre à des petites entreprises et moyennes entreprises marocaines du SaaS? Est-ce qu'ils ont beaucoup de sujets liés? Est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions sur la sécurité? Par exemple, parce que je sais que c'est pour les grands comptes, c'est toujours le cas, mais pour les entreprises moyennes, je n'ai pas une idée précise. Est-ce qu'ils posent, par exemple, ils veulent savoir où sont stockées les données? Est-ce qu'ils sont stockés au Maroc ou sur Amazon ou sur
Inouï le cloud souverain ou… Et bien sûr qu'il pose la question. C'est légitime. C'est une question totalement légitime. Mais la première chose, en fait, faut que l'éditeur soit responsable. Il faut que l'éditeur il ait conscience de sa responsabilité. Avant de savoir ce que peut penser le client, etc. La première des choses, c'est autant qu'éditeur, et vous savez que vous allez avoir les données des clients, vous allez avoir les données des business des clients. Donc, c'est de l'information qui est très délicate et il faut en faire n'importe quoi. Il y a trois façons que que ces données soient perdues ou la confidentialité ne soit pas tenue. C'est d'abord que vous ne soyez pas capable de sécuriser votre code, ou là, vous n'êtes pas capable de sécuriser votre base de données, ou là, vous n'êtes pas capable de sécuriser votre infrastructure. Donc après, c'est un métier. C'est vraiment un métier, ça s'apprend et c'est un volet à temps plein. Faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas le négliger, c'est sûr. Faut pas le négliger du tout. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que moi, je gère des serveurs depuis au moins 12 ans. Dans la première boîte où j'étais, on avait 12 serveurs dédiés, واحد chez OVH, واحد chez Godaddy. Tu vois, l'époque où tu ouvrais un terminal et que tu faisais tout dans ta console toi-même, sur ton propre serveur, tu configurais tes firewalls, etc. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que, et ça je le dis à mes développeurs, aujourd'hui, ils ont une chance inouïe. Il y a la technologie qui est extraordinaire, que ce soit en termes de langage de programmation, que ce soit en termes de plateforme de cloud, justement. Aujourd'hui, un développeur moyen, mais vraiment en très peu de temps, peut devenir, pas expert, mais en tout cas, il peut maîtriser une plateforme comme AWS ou là comme Microsoft Azure ou là comme Google Cloud, etc. etc. Aujourd'hui, tu n'es pas capable de gérer, tu n'es pas obligé de gérer ton propre serveur de A à Z, mais si tu as des connaissances, d'ailleurs, tu peux avoir plein de formations, YouTube, tu as même des entreprises qui forment sur ça au Maroc, etc. Tu peux faire des très, très belles choses assez facilement sur un cloud comme AWS ou Azure. Donc, nous, on est sur Azure et on a beaucoup appris. On est passé au début, on avait des serveurs. Maintenant, on a un cluster chez Azure avec un service qui s'appelle Kubernetes. C'est un service qui te permet de gérer plein de serveurs en même temps. En cas de panne, il y en a un autre qui redémarre automatiquement, ça l'autre balance tout seul, etc. Mais il faut mettre en place, Et justement, justement la redondance des alors données. là j'ai une question importante parce que je connais que c'est une problématique pour beaucoup de boîtes SaaS. Euh, Est-ce que alors vous avez un cluster et vous avez des serveurs, j'imagine qu'il y a il y a des serveurs ou des machines virtuelles. Est-ce que et ça coûte cher. Plus vous avez des clients, plus ça coûte cher. Est-ce que vous êtes sur des web services? Vous êtes sur enfin, ce qu'on appelle Docker ou euh, est-ce que vous êtes sur cette technologie-là ou vous êtes que sur des machines virtuelles? Et si vous êtes que sur des machines virtuelles, le coût, parce que ça va être votre plus gros coût, peut-être le stockage, côté technique, est-ce que ça coûte très cher et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut optimiser? Écoute, ça coûte cher, tout est relatif. Moi, je te dirais que ça coûte pas cher. Pour moi, je te Relativement. dirais, voilà, franchement, c'est très correct. C'est très correct. Nous, on n'a pas des machines virtuelles. On a un cluster et en fait, les clusters, tu ne payes pas des serveurs, tu payes des nœuds. OK. Bon, c'est un peu différent, mais en grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Tu as une infrastructure, et l'idée, c'est d'avoir un monitoring dessus, de savoir combien il y a de trafic sur chaque service que tu as. Donc, c'est quoi les services? Tu as un service Apache, toutes les requêtes. Ouais. Tu as un service base de données. Oui. Tu as un service, par exemple, nous, on a un service qui fait que de la génération de PDF, parce qu'on génère des factures. D'accord. Donc, ça, on l'a isolé. On a un service de mail qui fait que envoyer des mails, les notifications clients tout le temps, etc. En fait, tu as tes services comme ça et tu sais combien il y a de charges sur chaque service. D'accord. D'accord? Donc, l'idée, c'est que tu as des nœuds. Tu as des nœuds et en fait, dessus, tu dis, Mathialan, je donne une limite. Bon, je vais dégrossir la chose comme ça, tout le monde comprend. Ouais. Par exemple, tu vas dire à ce petit nœud, tu vas lui dire, toi, tu peux être capable de gérer 2000 requêtes tout seul. Parfaitement. Dès que tu atteins 80% de ta limite, crée un autre comme toi. D'accord? Et comment il crée un autre comme lui? C'est que chaque service, tu lui donnes justement une image Docker. D'accord. Une image Docker, c'est quoi? C'est la configuration d'un serveur virtuel. D'accord. Donc, ça te permet de gérer ta Ouais, scalabilité quand tu as ouais. plusieurs clients, mais ça te permet aussi de gérer la charge.
Quand les clients, par exemple, je ne Ben, sais pas, à la fin du mois, ils font leur facture, il y a ouais. plus de charges et ça permet d'avoir plus de serveurs. Et quand l'activité descend, tu as, moins de Le serveurs. soir. D'accord. Et Et tout en fait, ça, nous, ouais. ce qui est intéressant, ce que tu me dis, ce qui est intéressant, c'est que bah, vous gérez, c'est une infrastructure très, très évoluée sur Microsoft Azure et vous profitez de toute la sécurité de Microsoft derrière. Et ça rassure les clients, j'imagine. Parce qu'aujourd'hui, Alors, moi, oui. je le vois en France, les petites entreprises, elles préfèrent que leurs données soient dans le cloud Microsoft, Oracle ou Amazon ou Google plutôt que chez elles, parce que chez elles, c'est moins sécurisé. Ben, en tout cas, nous, on défend clairement ça. Moi, ça rassure beaucoup plus mes clients de savoir que leurs données sont justement sur Azure, sur un cluster, sur plein de serveurs. Donc, on a un taux de disponibilité qui est quasiment, on n'a quasiment pas de problème. On a les sauvegardes qui sont automatiques et quotidiennes sur des serveurs distants, donc sur les machines de Azure, mais sur aussi des serveurs distants de Google Cloud. Comme ça, en cas de problème, on peut tout Mhm. redupliquer ailleurs, etc. Et bah, personnellement, je suis beaucoup plus rassuré que si j'avais les données au bureau Technopark, tu vois. Donc, ou là chez un hébergeur normal sur un serveur, sur un VPS ou des Haja, tu vois, mais encore une fois, c'est pas un luxe qu'on se permet. C'est quand tu fais un truc et qui est en plus sensible, c'est pas une application de chat, c'est les données d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est assez sensible. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc, ça c'est quelque chose qui existe. Il y a des normes pour ça. Les gens qui font du SaaS, ils peuvent se documenter sur ça. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent me contacter avec grand plaisir. Avec ma modeste expérience, je peux les aider à monter des infrastructures et tout ça. C'est Mais gentil, c'est il gentil. faut faire les choses dans les règles de Donc, l'art. attends, tu as dit que s'il y avait des startups qui se lancent dans le club, peuvent te contacter, hein. Attention. Bah, c'est le but. C'est le but. Ok, très Écoute, c'est bien. le but. Moi, beaucoup de gens m'aident et j'aide beaucoup de gens. Et Zama, c'est la moindre des choses. Et moi, j'ai vu aussi sur le site que vous mettez des blogs, enfin, vous avez des blogs. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des postes techniques dans Manageo, mais vous mettez du contenu assez général et généraliste. Donc, les gens peuvent aller regarder aussi sur le site et de Hmm. s'informer sur ce que vous faites. Euh, Youssef, on va passer à la dernière partie. On va parler plus de l'écosystème des startups au Maroc. Alors moi je vois un petit peu le modèle marocain. Il y a beaucoup de startups dans la supply chain, beaucoup de startups dans l'agri-tech, dans d'autres domaines. Mais moi je pense que le Maroc peut beaucoup se développer dans le SaaS parce qu'on a beaucoup de gens qui sont techniques, on a beaucoup de compétences techniques. On a beaucoup de gens, vraiment beaucoup d'ingénieurs qui sont très talentueux. Donc, on peut développer des boîtes SaaS. Pourquoi le Maroc aujourd'hui, selon toi, si on parle de l'écosystème des startups marocains, pourquoi on n'a pas beaucoup de boîtes SaaS? Est-ce que c'est difficile parce qu'on est au Maroc? Est-ce qu'on n'a pas encore la culture? Pourquoi on n'a pas beaucoup de… Et tu en as parlé tout à l'heure, plus il y a des boîtes SaaS, plus on va tous apprendre, plus les clients vont être plus à l'aise, plus le marché va être plus grand. Et puis, on va se développer aussi sur d'autres pays en Afrique et ailleurs. Pourquoi le SaaS au Maroc ne se développe pas tant que ça, selon toi? Écoute, parce que pour moi, la première raison, en fait, c'est qu'il faut. Moi, j'ai l'impression déjà, il y a un problème, c'est les meilleurs, ils partent. C'est pour ça qu'il n'y a pas Toujours de belles maintenant, boîtes au Maroc. ouais, Bah toujours oui, maintenant. toujours maintenant, les meilleurs partent. Moi, en tout cas, autour de moi, il y a vraiment des gens qui sont brillants. J'ai rencontré des gens brillants et il y a beaucoup de gens qui sont brillants, qui ont des idées brillantes et tout. Euh, Ils partent les bah, développer ailleurs. ils partent les développer ailleurs. Donc ça, c'est déjà les gens qui ont des idées, les gens Ça, qui c'est ont un vrai des idées, problème. Hmm. les gens qui ont des idées, les gens qui ont du potentiel. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être bon technicien pour créer ta boîte. Alors, il y a plein de beaux projets qui sont chez des développeurs dans leur localhost et ils ne voient jamais le jour, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, pour faire des boîtes, il faut aussi qu'il y ait des gens qui ont assez de connaissances, qui ont la maturité de créer des boîtes. Si les gens ne créent pas beaucoup de boîtes au Maroc, c'est qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Ça, c'est en train de changer. Heureusement que c'est en train de changer. Mais notre génération et celle d'avant, et celle d'avant, et celle d'avant, et peut-être même ceux d'après un petit peu, Hmm. on n'a pas été éduqués pour créer des boîtes. Le rêve de nos parents à nous, c'était qu'on Exactement. ait des beaux bureaux chez IBM, tu vois.
C'était ملي كيدعي معاك الوالد كيقول لك ان شاء الله تكون عندك شي خدمه فاعله تركه في شي بنكه ولا في J'imagine quand tu leur as annoncé que tu créais ta boîte, c'était pas ouais, forcément, forcément. ils C'est ont peur tous quand les tu dis parents. bah oui, écoute, déjà tu as le problème avec toi-même parce que déjà quand toi tu te le dis quand tu es tout seul, tu peux dire OK bah écoute غنغامر واحد عامين ونشوف غنغامر voilà. Mais quand tu es engagé, c'est-à-dire tu as jusqu'à 30 ans. En fait, à partir de 30 ans, je pense que c'est quand même assez difficile de décider de se lancer. Parce que le temps que tu arrives à 30 ans au Maroc, yallah, tu viens de te connaître toi-même. Mais en même temps, tu es peut-être déjà marié et peut-être déjà tu as des gosses. Donc, tu es plus carriériste qu'entrepreneur. Tu as envie juste de faire ta place et tout. Tu as des charges, des responsabilités. Tu ne penses pas trop à ça. Et même si tu as des idées, tu vas dire, bon, bah, moi, je vais changer de boulot, je vais trouver un très bon poste, je vais avoir Beaucoup des plus risqué. avantages. Faut se lancer quand Bien on est sûr, plus jeune. Ouais. bien sûr. Et pour se lancer plus jeune, il faut déjà avoir cette maturité-là. Hmm. Et je ne suis pas en train de te dire, moi, je ne l'avais pas. Moi, je suis pas en train de généraliser, mais en tout cas, je te parle des gens que je rencontre et de mon propre cas. Nous, on n'avait pas on n'a pas eu l'éducation, on a eu ni culture entrepreneuriale, ni culture financière, comment fonctionne l'argent. Donc, tu vois, donc, les jeunes qui te parlent de lever des fonds et tout, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'ils savent comment fonctionne l'argent? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça va leur coûter réellement, etc., etc., tu vois. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Alors, tu as parlé de deux points. Dans notre éducation, que ce soit le primaire, le collège ou le lycée, on n'a pas eu cette éducation sur l'entrepreneuriat, sur comment gérer mm, l'argent, comment mm, faire des choses. Rien que, moi, je sais qu'aux États-Unis, les plus petits, même à l'école primaire, ils font des présentations tout le temps. Ils présentent des projets, ils font des petits projets pour vendre des choses devant l'école, des choses comme ça. mm, Nous, mm, on n'a pas eu cette culture, ça c'est vrai. Et non. deuxième chose, il nous manque cette éducation de l'entrepreneuriat, même après qu'on Mm. ait fini nos études et qu'on se lance dans les startups. On ne pense pas à ça. On n'a pas on n'a pas le Non. mindset, on n'a pas toute cette culture des startups, mais ça commence. Moi, je vois quelques chaînes vidéo qui commencent, des choses comme ça pour éduquer vraiment, vraiment. C'est vrai qu'on l'a pas, mais bon, les choses évoluent et ça manque effectivement. Donc, plus le fait que les meilleurs partent, plus le fait que le SaaS, effectivement, c'est un peu compliqué avec les paiements et tout ça, ça fait effectivement qu'aujourd'hui, On n'est pas obligé d'être innovant. Moi, je pense aussi on n'est pas obligé d'être innovant pour faire une belle boîte. Euh, on n'est pas en fait chaque époque monte des boîtes, chaque génération d'entrepreneurs monte des boîtes dans ce qui est important pour leur pays ou là pour leur marché à un moment donné. Mhm. Donc en fait peut-être dans 10 ans on fera tous des boîtes dans le tech parce que dans 10 ans ça sera vraiment important pour tout le monde. Mais en fait aujourd'hui moi j'ai beaucoup de respect pour Bia Aoucharaya. Tout à l'heure quand je te parlais de l'éducation financière en fait Mhm. qui est diplômé d'école de commerce Mhm. ou là d'école de marketing ou là ce que tu veux, eh ben, il aura beaucoup plus tendance à aller chercher comment travailler dans une boîte de com ou là un truc comme ça, etc., que le raisonnement d'un MBA qui va juste te dire, moi, un Erasmus fait 10 000 dirhams, je vais le fructifier, je vais le rendre 15 000. Voilà, et qui raisonne comme ça. Et pour moi, ça, c'est un entrepreneur. Lui, Ouais. il a la culture entrepreneuriale. On n'est pas obligé d'être innovant, on fait juste tous des choses. Moi, je fais du SaaS, mais en fait, euh, moi, j'ai l'impression que je peux faire ça, mais le Maroc, il a besoin que de ça. Il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on a envie de faire, mais en fait, on dit on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Mais On n'est pas prêt. l'innovation, ça peut être dans la manière d'aller chercher les clients, ça peut être Oui, dans la, exactement. Pas forcément technique. pas Pas forcément forcément technique, technique. ça En on est fait, d'accord, ouais, de s'adapter au marché exactement. Il faut voir marocain. ce que le Donc, marché il a besoin. Il faut voir juste ce que le marché marocain il a besoin. Et ça, c'est vraiment la clé. Voir ce que le marché marocain il a besoin et coupler ça avec un truc qui t'intéresse ou là, idéalement une passion. Faut que tu sois passionné d'une problématique existante, de ton pays, de ton marché, de ce que tu veux, etc. très bien. Et toi, tu m'as posé la question pour le SaaS, et en fait, les meilleurs, ceux qui sont très très bons, ils vont essayer de faire ça ailleurs. Mhm. Ils vont essayer de faire ça ailleurs. Nous, on a compris ça avec le retard et avec un retard, et aujourd'hui, on essaie de faire ça ailleurs. D'accord, Parce que, mais
Parce que, comme je t'ai dit, le Maroc, pour nous, c'est capé, c'est pas automatisable. Donc, Mhm. forcément, c'est pas scalable. Il y a une croissance, oui. Elle est intéressante, oui. Mais c'est pas un truc exponentiel comme tu peux imaginer. D'accord. C'est Et plutôt un truc linéaire. du coup, tu me tends la perche. Quelles sont les perspectives de développement du coup de Manageo? Euh, vous êtes déjà présent dans certains pays en Afrique ou pas encore? On est présent à Abidjan depuis 2019. Ok. Et au début, on a testé à travers des partenariats. Donc, on a eu nos premiers clients à Abidjan à travers des partenariats. Et cette année-là, le mois de mars, on vient de créer notre filiale pour être présent en propre là-bas et pouvoir gérer nos clients directement, que ce soit là-bas ou là, que ce soit au Sénégal l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord. Donc, Et en fait, les perspectives, il peut y en avoir que deux. Mhm. C'est soit tu multiplies le produit, soit tu multiplies les marchés. Mhm. Voilà. Donc, à partir du moment où tu dis, voilà, j'ai pu faire ça au Maroc, bah, en fait, tu peux décider de faire d'autres choses au Maroc ou là d'aller de faire la même chose ailleurs. Mhm. Tu vois. Donc, chaque année, nous, on avait une problématique à gérer. Tu vois. Première année, tu n'as pas les mêmes problèmes que la deuxième, que la troisième, que la quatrième. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est voir, une fois que tu as vraiment bien structuré ta boîte, que tout fonctionne normalement sans Mhm. toi, tu peux aller le faire ailleurs. Là, tu peux aller le D'accord. faire ailleurs. Et alors, peut-être mon avant-dernière question. Vous êtes, on l'a compris, hein, vous êtes beaucoup développé en organique, hein. Tu nous as parlé quand tu as commencé la boîte, les premiers clients. Vous n'avez pas vous avez pas profité de beaucoup de financement. Et donc ça, vous avez un peu évité cette problématique des boîtes qui veulent lever beaucoup de fonds dès le départ pour se lancer. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous déployer vraiment de manière, tu l'as dit, sur plusieurs pays, est-ce que vous cherchez à lever des fonds de manière importante ou pas? Écoute, La on a déjà question, levé ma des fonds. question te fait sourire. Non, parce qu'il y a deux choses importantes à dire. C'est que j'ai rien fait tout seul. J'ai fait, on en est aujourd'hui parce qu'on a une équipe très solide. Je suis entouré de gens qui sont très, très compétents chacun dans leur domaine. Et pour faire ça, justement, on a dû lever des fonds. Donc j'ai déjà levé des fonds. C'était en 2016. On a levé des fonds avec Maroc Numeric Fund. C'était en Ok. 2016. C'était notre première année. Et c'était vraiment la première année, après 80 clients, la première année qu'on a fait en organique. Donc en organique, on a fait 80 clients. Donc, C'était vous avez dur, levé une fois que vous aviez déjà 80 clients. oui, OK? oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, en fait, on a un business model où chaque client te donne un peu d'argent. Mais en fait, pour fonctionner, il faut que tu atteignes une taille critique. Tu Exactement. vois? Et à de la taille critique, en fait, elle est à quelques centaines de clients. OK. Et en dessous de ça, tu perds de l'argent. En dessous de ça, tu peux que perdre de l'argent. C'est très difficile. Tu peux que perdre de l'argent. Est-ce que tu payes, tu Et n'arrives pas à couvrir tes ouais, profits? Ouais. parce que la théorie, c'était que tout seul, je voulais avoir 100 clients. Mm. Mais dans la pratique, après 3 mois, tu comprends que bah, une fois que tu as livré, une fois que tu as signé un client, il faut le former, il faut HADA, il y a le Gérer. support, il y a HADA, il y a l'administratif, il y a le recouvrement. Donc, tu n'es plus seul. Ouais. Et à partir du moment où tu n'es plus seul, tu as besoin de payer des salaires, les serveurs, les charges, le bureau. Et donc, tu as un coût de fonctionnement. De toute façon, le cloud, il est comme ça. Tu as tes charges, ils sont comme ça, ils grandissent comme ça. Et ton chiffre d'affaires, il croît comme ça. Mm. Tu vois, tu as le gap entre les deux où tu peux que perdre de l'argent jusqu'à atteindre quelques centaines de clients. Enfin, pour nous, Exactement. c'était quelques centaines de clients. Et donc, on était obligé de lever des fonds. On avait le choix entre continuer à faire ce qu'on faisait à un rythme très lent. Ouais. La première année, on est passé de 3 clients. Mars 2016, on faisait 3, 4 clients. Tout seul, moi, je faisais 3 clients par mois. Ouais. Mais ces 3 clients-là, il fallait les vendre, les former, faire le support, hein, les mises à jour, ta, ta, ta. Et au bout Et donc, d'un an, après, chercher la on est facturation. passé. Là, la facturation, on facturait tout de suite. Mais on est arrivé tout seul à faire une dizaine de clients par mois. Et donc, il fallait absolument qu'on ait une croissance plus rapide, qu'on puisse payer, qu'on puisse être soulagé, qu'on puisse se payer correctement, etc., etc., le temps d'atteindre cette masse critique.
Et ça, on a dû lever des fonds pour ça et on l'a fait en 2016. Et ça a permis de se développer plus de force commerciale peut-être, plus de marketing Oui, oui, pour tout, atteindre plus de cette… tout. D'accord. Le premier objectif de la levée de fonds, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de sécuriser déjà l'existant. Mhm. C'est l'infrastructure qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec l'infrastructure qu'on avait quand on n'avait pas levé des fonds. Tu ne peux pas te permettre de payer ça quand quand tu démarres. Après, au niveau de l'équipe, la même chose. Aujourd'hui, l'équipe qu'on a, c'est la même équipe que ceux qui étaient avec moi en 2016, ils sont toujours avec moi aujourd'hui. Donc après, il y avait, moi je connaissais quelqu'un, c'était le meilleur développeur de Casa. Enfin, le meilleur développeur que moi je connaisse, du Maroc et de mon monde d'un mois, tu vois. Le gars, je ne pouvais pas le recruter avant. La première chose quand j'ai levé des fonds, c'était de recruter ce gars-là. Tu D'accord. vois, des trucs comme ça. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est faire auditer le code source par une entreprise de sécurité à Dubaï. Tu OK. vois, quand, quand tu lèves des fonds, tu peux te permettre de faire tellement de choses qu'avant, C'est pas tu peux possible pas. de faire, ouais. C'est pas possible. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était déjà sécuriser l'existant. Et le deuxième objectif, c'était de financer ton développement. Donc, plus de commerciaux, plus de marketing, multiplié par X tes budgets de marketing, etc., etc. OK. Très, très bien. Dernière question, Youssef. Si tu devais donner un seul conseil pour les gens qui veulent se lancer dans le SaaS au Maroc, quel serait ce conseil-là? Écoute, il faut faire très, 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 très attention à ce que vous voulez. Ça, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Il faut faire très attention à ce que vous voulez parce que peut-être vous allez finir par l'avoir. Donc, faut être ambitieux, il faut être vraiment très ambitieux. Moi, je vais te raconter un truc, une anecdote, tu vas comprendre ce que j'essaie de dire. C'était en 2015, je n'avais pas encore lancé mon produit et j'appelle un pote qui lui aussi avait une entreprise. Il était en train de lancer une entreprise en même temps. Et il me disait, j'étais en train de lui expliquer ce que je fais et tout. Il m'a dit, est-ce que tu as trouvé un nom? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, je vais l'appeler Managio.ma. Il me dit, mais pourquoi tu prends un point .ma? Prends un point .com. Il me dit, tu ne penses pas aller à l'international et tout? Et là, je lui ai dit, écoute, si j'arrive déjà à avoir mon millier de clients au Maroc, je serais très content. Après, je verrai la problématique du point .com à ce moment-là. J'aurai les moyens de résoudre ce problème bête. Mhm. Et effectivement, je ne l'ai pas écouté parce que je me disais, effectivement, si tu as un millier de clients au Maroc, qu'est-ce que tu vas aller… tu trouveras un point .com à ce moment-là. Et en fait, je le regrette. Parce Je que le le regrette. point .com est déjà pris maintenant. C'est même pas ça. Tu peux prendre plein d'autres points .com. Mais en fait, tout ce que tu as investi, tu vas passer dans tous les cas, tu vas passer peut-être 5 ans, 10 ans de ta vie à développer ta boîte Hein? avant de la structurer pour mettre un DG à ta place ou la vendre ou ce que tu veux. Ça va te prendre 5 à 10 ans de ta vie. Mhm. Ces 5 à 10 ans de ta vie, il ne faut pas qu'à la fin, tu dises, bon, j'aurais pu faire mieux ou là, j'aurais dû être plus ambitieux. Parce que tu peux atteindre une limite et là, tu vas dire, bon, il faut que je fasse autre chose. Ou là, tu vas te retrouver Ouais, comme ceux mais qui… alors là, il y a deux points importants. Alors, c'est vrai qu'il faut être ambitieux. Il faut avoir une ambition folle parce que Oui, vraiment folle. c'est Mm, important. Mais mm. en même temps, il faut être bien focus et concentré sur ton premier marché. Parce que, Oui, parce que l'erreur, ça aurait pu être de dire, bah, moi, non, je suis très ambitieux, je veux manager au monde, je me développe partout, j'ai des clients. Et on ne réussit pas comme ça parce que tu parlais des coûts, tu parlais des choses et et se disperse et ça ne marche pas. Donc, vous avez bien fait peut-être de ce point sauf MA, c'est vraiment un produit Kigolik, marocain. Et Kigolik, raisonner global, agir local. voilà, En fait, exactement. s'il y a le petit détail du point M1 que je te dis, ça fait qu'aujourd'hui, que je veux me développer ou là, que j'essaie de me développer à l'international, effectivement, je n'ai pas de point .com, même si on est passé en Manageo.io, ce n'est pas pareil, parce que Manageo ne se prononce pas pareil dans toutes les langues. Mhm. Donc je suis obligé de changer de nom. Mhm. Ça veut dire aussi que tout ce que tu as investi dans ta marque, dans ta brand, etc., ton marketing, etc., tu Ça, dois c'est tout vrai. refaire. Et Ta c'est pas la plateforme, question, effectivement, c'est pas la ouais. question du point .com parce Non, qu'aujourd'hui, c'est les tout ce boîtes, qu'il y a autour. voilà, C'est les tout ce qu'il y boîtes a peuvent autour. réussir même s'ils sont un point C'est IO tout ce ou qu'il y a autre. autour. Mais Le effectivement, développement, mais ouais. ça c'est un point important. Et ça, quand tu travailles avec des agences, peut-être pour trouver un nom de marque,
et que tu leur dis, ben, moi, mon ambition, c'est d'aller dans plusieurs pays, ils étudient cette culture et spécificité de chaque pays où tu veux aller avant pour que vraiment le nom soit prononçable ailleurs et ne soit, des fois même, il y a des mots de boîte qui sont des gros mots dans d'autres pays, on ne le sait pas, et voilà, tu peux tomber dans ces Mm. erreurs-là. Donc ça, effectivement, mais voilà, après, effectivement, tu as investi dans le branding et c'est difficile de changer. Ça a eu le fait de se dire on va faire un truc super bien fait pour le Maroc, ça a eu un impact sur tout, sur le marketing, le technique, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre Manager et le mettre en France, si tu veux. Même en .io, je ne peux pas le prendre et le mettre en France parce qu'on a tellement raisonné Maroc Mhm. qu'il y a plein de choses qui sont à refaire. Tu vois. Donc Alors, aujourd'hui, ouais, par contre, on est très adapté pour l'Afrique de l'Ouest et Maroc, il n'y a pas de problème et tout. Mais tu m'as demandé un conseil et je te dis ça. Ceux qui veulent se lancer dans le SaaS, c'est un business model qui marche où tu es content de toi quand tu as plein de clients. On parle de plusieurs milliers de clients. Tu vois. Être plusieurs de milliers de clients, je pense, je ne sais pas quel est le business model de la personne, mais pour avoir plusieurs milliers de clients, il faut raisonner global. Donc, même si tu commences au Maroc, il faut raisonner global. Et ça veut dire que dès le début, ce n'est pas juste le nom de domaine, c'est le nom de domaine, ton le nom de la développement, marque, ton infrastructure, ton positionnement. marketing. Si dès le départ, tu peux commencer très bien au Maroc et faire ton marketing en français, mais sachant que dans 2 ans, il faudra que tu le fasses en anglais. Tu vois D'accord. parce que si tu vas dans mon blog, je ne sais pas combien j'ai d'articles, je les ai qu'en français. Ouais, Et plein d'autres choses. Sur les vidéos de support. C'est un travail fou qui a été fait au niveau du support, les vidéos de support, ouais. etc. Tout est en français. Tu ne peux Ouais, pas juste venir mais ça, et… Youssef, alors ça, c'est un point où je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Ton marché, ton premier marché, c'est le Maroc. Et tu t'es complètement concentré dessus et ça a marché. On voit le succès maintenant de manager au Maroc. C'est phénoménal. Donc, moi, je pense que c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire que maintenant que tu veux te lancer peut-être dans d'autres pays, bah, peut-être que tu peux changer effectivement de branding ou machin, mais tu as les moyens de le faire. Tu as la base pour le faire parce que tu t'es bien développé au Maroc. Si tu On a avais beaucoup appris. créé, On si a tu beaucoup avais appris. créé, Ouais. alors, si dès le départ tu créais un blog en anglais et en français, ça te prendrait plus de temps, peut-être 2 personnes à recruter, ou peut-être toi, ça va te prendre deux fois plus de temps. Donc c'est bien d'être focus. Moi, personnellement, je conseille aux gens d'être vraiment focus. Non, mais bien Après, sûr. Bien sûr, on est totalement d'accord. Focus et exécution, c'est hyper important. Je le disais, il ne faut pas se disperser à avoir ce que veut chaque client de spécifique, etc. Faut être focus, il faut être très bon dans l'exécution. Maintenant, juste ce que je veux dire, la question que tu m'as posée, c'est le conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans le SaaS. C'est le SaaS, il faut que tu aies plein de clients partout. Il faut pas raisonner qu'au Maroc. Tu c'est un vois, marché mondial. ta cible, il faut la définir. C'est les gens. Tu vois, il y a un truc, j'avais vu quelqu'un qui a lancé un outil de SaaS qui permet aux compositeurs de musique d'écrire leurs compositions, de les digitaliser et de les partager en ligne. Tu vois? Donc, lui, il n'a pas dit la cible, d'abord, je vais commencer par mon pays. Il a dit d'abord, je vais commencer par ces gens-là chez moi. Hmm. Mais ensuite, je vais aller voir ces gens-là partout. Et donc, il a lancé son truc et au moins d'1 an, tu avais des gens de tout le monde entier, tous les gens qui aimaient la musique autour du monde qui utilisaient sa plateforme. Tu vois? D'accord. Notre erreur, c'était de dire, on va adapter notre logiciel pour les entreprises marocaines. On n'a pas été assez spécifique. Hmm. Tu vois? Imagine par exemple si au début, on avait dit, on va se spécialiser pour les gens qui font, tu vois, c'est même pas une idée, c'est vraiment la niche, les gens qui font la distribution de produits agroalimentaires. Ça, c'est une niche. D'accord. Tu vois? Parce que moi, ma cible concrètement, moi, c'est logiciel de gestion commerciale pour petites et moyennes entreprises marocaines. Combien il y a d'entreprises qui rentrent dans cette phrase? Des centaines de milliers. Hmm. Mais concrètement, ma cible, c'est une petite niche là-dedans. C'est une Tu petite vois. fraction. Ouais. Donc, le fait au départ de dire, voilà, moi, je m'adresse aux entreprises qui font exactement ça de cette façon-là. En fait, la vérité, c'est qu'en une année, tu peux tous les faire, ceux qui sont au Maroc, et la deuxième année, tu es déjà ailleurs. D'accord. Et là, tu fais du SaaS. Maintenant, nous aujourd'hui, si tu me dis, est-ce que vous êtes une boîte SaaS? Moi-même, je te dis non, on n'est pas une boîte SaaS. Parce qu'on a la structure d'une boîte SaaS, on sait faire tout ce que fait une boîte SaaS, mais on n'est pas une boîte SaaS au Maroc. Parce qu'il y a une bonne partie du business model d'une boîte SaaS qui, au Maroc, n'est pas automatisable. Hmm.
J'ai bien compris. Écoute, OK. Youssef, merci beaucoup pour cette interview. C'était très instructif. Bah, écoute, merci à toi. Beaucoup d'idées, beaucoup de conseils, franchement. Voilà. Et, Et et je relance, si quelqu'un a besoin de conseils, que ce soit technique ou autre, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Joignable sur Facebook, tu peux partager mon mail, il avec n'y a pas de plaisir. problème, Je le etc. partagerai dans la vidéo. Merci beaucoup. Ça, c'est LinkedIn, important yes. que les gens qui ont réussi et qui sont des modèles, ils soient des modèles pour les jeunes start-upers marocains qui veulent se lancer. Ça, c'est très important. Je te remercie pour ça, Youssef. Et plein de bonnes choses pour Manageo. On attend les bonnes Merci, nouvelles, Barak. je pense, Inch'Allah. prochainement. Et j'espère qu'on fera une autre interview pour que tu nous parles de comment tu as rebrandé la marque et que tu es devenu Manageo, une marque Inch'Allah. mondiale, Écoute, Inch'Allah. 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 Merci Merci beaucoup, Barak. beaucoup. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Au Ciao. revoir. Bye bye.